Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et bienvenue. Nous sommes sincèrement ravis de vous accueillir pour cette saison 2 de Nouvelle Ère, votre magazine consacré aux nouvelles ruralités, à ce qu'elles portent d'innovant et de positif. Nous sommes toujours sur le campus rennais de Zeeland, université dédiée à ces questions des nouvelles ruralités. Et le directeur général, Jean-Marc Esnault, est toujours notre conseiller, notre expert sur ces questions qui nous occupent. Alors, qui dit saison 2 dit forcément quelques petits changements ou plutôt améliorations. Nous aurons dans cette émission une nouvelle chronique avec la ruralité vue du web et au-delà des frontières bretonnes. Et puis, vous l'avez sans doute constaté, grâce au retour du public, nous allons pouvoir retrouver une séquence que nous avions initiée au début de l'an passé, les questions des étudiants du campus de Zeeland à nos invités. Ce sera en fin d'émission. S'il y a des choses qui changent, eh bien d'autres perdurent, restent inchangées. Et c'est le cas de notre sommaire vidéo qui vous en montre un peu plus sur le sommaire de notre émission. Il s'agit ce mois-ci de parler des productions agricoles de demain. On a 9 variétés de houblon en tout. Et là, on arrive à la dernière, la plus tardive. Donc c'est Nugget. Et donc on est en train de couper les lianes, donc avec la ficelle qui a servi d'échelle aux lianes de houblon pour grimper. Et après, on va venir avec la remorque, tirer dessus. Et tous les lianes vont tomber dans la remorque et on va pouvoir après les amener au hangar de tri et de séchage. Eh bien, Laurence, vous suivez ce très beau projet depuis 7 ans, depuis son origine, et vous êtes très admiratif. Oui, tout à fait, parce que les fermiers de la baie, c'est d'abord une aventure humaine. Ce sont 10 producteurs qui se sont associés et qui ne vendent pas les mêmes produits, et cela leur permet de s'entendre également, puisqu'ils ne sont pas en concurrence. Il s'est avéré qu'il y avait un réel potentiel dans le nord de la France, et la Bretagne, puis la vallée de la Rance, et cette parcelle qui s'appelle les Longues Vignes au Cadastre, qui a un historique viticole. Et on a fait des analyses de sol et des analyses climatiques, et tous les feux étaient au vert. Donc là, on a foncé. On n'était pas à l'aise avec nos ports, donc la partie port industriel nous embêtait un peu. La partie environnement, ça nous dérangeait aussi parce qu'on voyait qu'on n'allait pas dans le bon sens. Et la partie économique, fin 94, donc on a annoncé une crise du port. Donc on a cherché un peu, on s'est dit on va essayer de faire de la vente directe à la ferme. Et tant qu'à faire de la vente directe à la ferme, si on ne veut pas vendre la même chose que les grandes surfaces voisines, autant proposer un port sur taille. Voilà, alors Jean-Marc Esnault, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut brosser les enjeux autour de cette question des productions agricoles du futur ? Alors, ce qu'on peut peut-être déjà dire en préambule, c'est qu'on se lance dans un exercice qui est très compliqué. On a 52 minutes pour définir ce que seront les productions agricoles dans les années 2030, 2040 ou 2050. Pas évident, évidemment, mais on peut essayer effectivement d'esquisser quelques orientations, quelques projections. Moi, je pense que dans un exercice prédictif comme celui-ci, il faut forcément s'intéresser déjà aux tendances de la consommation. Parce que, d'une certaine manière, les producteurs produisent ce que les consommateurs consomment. Et dans ce domaine-là, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui une appétence particulière des consommateurs pour les produits bio. Cette évolution-là est une tendance lourde et je pense qu'elle est amenée à s'affirmer dans les décennies à venir. On s'aperçoit aussi particulièrement sur la période d'après-Covid que les consommateurs s'intéressent de plus en plus aux produits locaux. Donc ça aussi, c'est une tendance assez forte. Et puis moi, je citerai aussi une troisième tendance qui va impacter l'agriculture, c'est qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de véganes, de végétariens, de flexitariens. Donc il faut s'attendre sans doute à ce que chacun d'entre nous, on consomme demain peut-être un peu moins de viande. Ça ne veut pas dire que la production de viande va diminuer, parce que la population, elle, à l'échelle de la planète, va croître de manière sensible. Donc je disais, s'intéresser aux consommateurs. Ensuite, évidemment, ceux qui produisent, ce sont les producteurs. Les producteurs ont évolué dans le temps. Ils évoluent en même temps que la société. Les agriculteurs d'après-guerre ne sont pas les agriculteurs qui sont à la tête des exploitations aujourd'hui. Et demain, on aura une nouvelle génération d'agriculteurs qui auront sans doute d'autres motivations. Les cultures, les mœurs évoluent, la hiérarchie des valeurs évolue également. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi qu'on soit en capacité d'anticiper.
Troisième élément qui me semble essentiel à considérer, c'est tout ce qui relève de l'environnement. Environnement dans son acception la plus large possible, parce que se posent à nous aujourd'hui des questions écologiques, le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité. Et tout cela, évidemment, aura un impact sur la nature de la production et puis aussi sur nos systèmes d'exploitation demain. La question est vaste, le temps nous est compté, donc je n'en perds pas plus avant de vous présenter nos invités, celles qui vont échanger avec nous de toutes ces questions. Bernadette Loisel, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte filière et marché alimentaire et vous êtes fondatrice de Vitamine, un cabinet conseil pour les professionnels de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et puis à côté de vous, nous avons Virginie Roussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maraîchère bio à Guipry-Messac, vous êtes aussi vice-présidente d'AgroBio 35, qui regroupe les agriculteurs biologiques et qui fait partie d'une fédération aussi plus large au niveau de la Bretagne. Alors spontanément, quand toutes les deux, je vous ai posé la question des productions agricoles de demain, Bernadette, vous m'avez parlé de consommation, ça fait sans doute écho à ce qu'a dit déjà Jean-Marc, mais vous avez dit qu'est-ce qu'on va consommer demain ? Et oui, qu'est-ce qu'on va consommer demain ? Jean-Marc a évoqué le bio, le local qui sont des tendances montantes et c'est vrai. Le Covid a renforcé cet aspect autonomie alimentaire. En fait, les Français veulent manger français, tout simplement déjà, qui mieux est local. Par contre, ils ont un certain nombre de contraintes, en tout cas pour une partie des Français. On a beaucoup d'écarts et ça s'est renforcé avec le Covid et avec ce qu'on entend sur les prix de l'énergie. Je pense qu'on n'a pas fini d'avoir des budgets serrés. On est à peu près aujourd'hui sur 3/4 des Français qui ont des budgets quand même relativement serrés, qui le regardent en tout cas de très près, donc qui vont être attentifs aux promos, aux prix. Et puis un quart qui est très à l'aise et qui a d'ailleurs épargné pendant le Covid, donc qui a la possibilité de dépenser de l'argent et d'acheter des bons produits et de la qualité. Donc on a une attente globale de Français, hein, ça c'est très très clair. Là-dessus, on peut que s'en réjouir, parce que pour l'agriculture française, c'est vraiment un devenir intéressant. Mais on a quand même cette dichotomie des attentes. Tout le monde voudrait manger du bio et du français et du local, bien sûr. Après, il y a quelques contraintes qui s'ajoutent, qui dépassent les uns les autres. Virginie, vous m'avez parlé de l'importance de la diversification de l'agriculture bretonne et même en Ille-et-Vilaine. Oui, effectivement, aujourd'hui, on est en fonction des départements, on peut se rendre compte qu'on a souvent une spécialisation des productions. En Ille-et-Vilaine, c'est le lait qui est la première production agricole. Il s'avère qu'il y a, comme vous le savez tous, beaucoup d'agriculteurs vont partir à la retraite d'ici 5 à 10 ans et également dans la filière bio. Et pour réussir à renouveler ces générations, le pari, en tout cas, que nous, on fait, c'est la diversification, c'est-à-dire avoir autre chose que du lait dans les fermes, ou du moins pas que du lait. Il faut avoir des fermes qui aient du lait, du maraîchage et plein d'autres activités, comme on peut le voir, on le verra tout à l'heure. Au sein d'une même ferme. Au sein d'une même ferme ou à l'intérieur d'un territoire. Ça va redynamiser, à mon avis, l'agriculture sur les territoires de demain. Dans cette émission, on prend l'air et l'inspiration grâce à nos reportages de terrain. Alors tout de suite, je vous propose qu'on prenne la direction des Côtes d'Armor. Certains agriculteurs font le choix de se diversifier en se lançant, eux, dans des productions atypiques ou émergentes. Ça se passe à Brédilly, entre Guingamp et Tréguier. Anaïs et Antoine se sont installés il y a 3 ans pour produire du houblon. Alors la demande est forte au vu du développement des microbrasseries locales, mais la culture de cette plante, elle demande un certain savoir-faire et puis du temps. Reportage. Hop. Du coup, on peut commencer à couper la liane, Anaïs ? Et couper assez haut, c'est assez bien, parce que du coup, si tu coupes assez haut, il y a assez de lianes pour remettre de l'énergie dans le rhizome. Ambiance fin de vendange à la ferme de Lezerzo. La famille et les proches d'Antoine et Anaïs sont venus assister à l'ultime journée de récolte de la saison. À force d'entendre parler de forêts artificielles, de lianes, de houblon, et du coup ils viennent observer, voir, sentir et partager, quoi. On a 9 variétés de houblon en tout. Et là on arrive à la dernière, la plus tardive. Donc c'est Nugget. Et donc on est en train de couper les lianes, donc avec la ficelle qui a servi d'échelle
aux lianes de houblon pour grimper. Et après, on va venir avec la remorque tirer dessus. Et toutes les lianes vont tomber dans la remorque et on va pouvoir après les amener au hangar de tri et de séchage. Allez, papa! 4 hectares de houblon ont été plantés par le jeune couple en 2018. Depuis, cette culture progresse, la technique s'affine, tout en restant relativement artisanale. On est en installation, les lianes ne sont pas encore des monstres. Et donc du coup, on peut le faire à la main. Mais après, il faut imaginer sur une liane de houblon. Une liane, ça peut faire 30 kg, il peut y avoir 6000 fleurs. Donc ça devient un autre niveau, quoi. 500 kilos seront récoltés cette année, un chiffre qu'Antoine voudrait tripler dès l'an prochain. C'est sous le hangar que le houblon poursuit sa route. La machine, elle va séparer les feuilles et les cônes des lianes. Tout ce qui est feuilles et lianes, ça va être broyé. Et ensuite, les cônes vont ressortir par là-bas dans le gros bac, qui seront ensuite amenés au séchoir qui est tout là-haut. Certains jours, des brasseurs des environs viennent directement chercher du houblon frais pour des cuvées spéciales. Ces partenariats locaux, c'est vraiment la philosophie de la ferme. Ici, on est sur un marché local, bio et éthique, et en fait, on veut aussi rajouter l'humain. On a tout un panel de brasseries qui veulent marcher main dans la main avec nous. On les rencontre, ils sont venus sur place, ils se sont rendus compte de ce que c'était de faire une houblonnière, de l'investissement que ça demande. Et nous, on va sur place les livrer, on discute avec eux, on voit comment c'est aussi leur travail. Du coup, ça veut dire qu'on se comprend. Et si on se comprend, eh ben, on peut mieux essayer d'envisager le futur. Un avenir envisagé sereinement par Anaïs et Antoine qui peuvent aussi compter sur leurs moutons de Belle-Île et la production de quelques variétés de légumes pour, comme ils disent, ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Voilà, alors il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a à peu près 450 hectares de houblon, essentiellement en Alsace. En bio, c'est 25 hectares et 80% de la production, elle est exportée. La Bretagne, c'est une dizaine de tonnes seulement produites chaque année. On a une belle marge de progression. Alors là, on parle du houblon, Jean-Marc, mais quand on parle de production émergente ou atypique, on ne parle pas que de ça, bien sûr. Non, il faut peut-être déjà ensemble essayer de définir ce que sont les productions émergentes. De mon point de vue, on peut entendre au travers production émergente toutes les productions où il y a finalement un fort potentiel de croissance, un marché qui se développe ou qui peut se développer avec assez peu d'acteurs et des filières qui doivent se structurer. Typiquement, c'est le cas du houblon aujourd'hui en Bretagne qui tend à se développer. D'autres exemples peuvent être cités. On a par exemple les plantes à parfum, aromatiques, médicinales. Aujourd'hui, je crois qu'en Bretagne, on doit avoir à peu près une centaine de fermes sur cette filière-là. Et puis moi, je signalerais peut-être aussi une filière qui est un petit peu particulière, c'est tout ce qu'on appelle les petits fruits. Aujourd'hui, avec un marché qui se développe énormément, la consommation est exponentielle, mais la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que pour satisfaire le besoin des consommateurs, on fait appel beaucoup aux importations. Si on prend l'exemple des myrtilles, on doit avoir une hausse des importations de 450% en quelques années pour satisfaire le consommateur. Si ces productions-là étaient proposées au niveau local, ça permettrait aussi de créer de l'emploi, évidemment. Bien sûr. Virginie, on parlait de diversification tout à l'heure. Ces nouvelles productions, celles qu'on a vues dans le reportage ou celles qu'évoquait Jean-Marc, c'est une vraie carte à jouer aujourd'hui. Est-ce que AgroBio accompagne l'émergence de ces filières et comment ? Oui, tout à fait. AgroBio est à l'écoute de toutes ces nouvelles installations, sur toutes ces nouvelles productions. Alors, on n'a pas un technicien compétent par nouvelle production parce que ça demanderait forcément trop de personnes et aujourd'hui c'est compliqué. Maintenant, on est très à l'écoute. On accueille toutes ces nouvelles productions. On forme nos techniciens à ces nouvelles productions et on attend que des nouveaux installés ou des personnes qui cherchent à diversifier leur ferme
rentrent sur ces productions pour avoir plus de monde et avec eux monter en compétences et les accompagner. Et j'allais dire, dans les instances professionnelles, il y a aussi tous ces agriculteurs et agricultrices qui se regroupent ensemble pour discuter, quand bien même il n'y a pas un ou une technicienne qui vient pour expliquer ça. Ils se regroupent déjà entre eux pour faire du partage de connaissances. Tout à fait. On a des commissions par production ou par regroupement de production. Vous parliez tout à l'heure des PPAM, des plantes à parfum aromatiques et médicinales. Et donc voilà, c'est des commissions qu'on a ou qu'on regroupe avec, là on peut les mettre avec du maraîchage qui se rapprocherait un peu du maraîchage, même si c'est entre guillemets pas du tout le même métier, mais les spécificités sont un peu équivalentes. On a aussi sur tout ce qui est monogastrique, des commissions sur, en Ille-et-Vilaine, on voit arriver des productions sur l'ovin, le caprin, et de plus en plus de porcs sur paille, chose qu'on n'avait plus aujourd'hui en agriculture biologique, parce que c'est beaucoup de contraintes de mise en place. Et ça revient. Donc c'est aussi des productions que moi je considère émergentes, parce qu'on connaissait déjà, mais ça revient sur nos territoires. Et donc ça fait des choses qu'on peut consommer localement. Bernadette, vous qui conseillez ces entreprises agroalimentaires ou agri aussi sur la structuration de leur filière, ça c'est le vrai enjeu aujourd'hui en fait. Voilà, il faut bien que tout ça se mette en place et ça c'est un vrai défi. Oui, parce que là on est plutôt sur des productions un peu orphelines dans nos secteurs en tout cas. Et du coup aujourd'hui, l'intérêt c'est d'aller chercher dans d'autres régions, par exemple quand on est sur des petites productions comme ça. La question, c'est celle de la structuration de tout l'écosystème. C'est-à-dire que là, on a parlé de l'appui technique, on a l'appui avec les outils. Comment on installe les outils? On a la question pour les légumineuses. Dans l'Ouest, on n'en faisait pas tant que ça, en fait. C'est en train de remonter. Et donc, le triage des légumineuses dans les coopératives, ce n'est pas prévu pour l'instant. Il n'y a pas de trieur optique. Mais pour en acheter, il faut un certain volume. Donc, il faut commencer à avoir des vraies filières pour commencer à investir. Sinon, il y a un petit peu d'investissement qui se fait dans les CUMA, donc d'agriculteurs, mais c'est à l'échelle de la vente directe. Et il y a un écart de structuration, évidemment, entre la vente directe, qui est une vente du producteur, soit directement, soit avec un seul intermédiaire, on va dire, donc où il va essayer d'avoir ses outils ou les avoir en CUMA, d'une vente à filière longue, donc qui représente à peu près 85% des agriculteurs bretons aujourd'hui, qui a besoin d'avoir des outils et des volumes aussi de vente derrière en sortie pour pouvoir investir dans les bons outils. Donc ça peut être le chat qui se mord la queue, quoi. Par où on commence? Est-ce qu'on fait les outils? Est-ce qu'on fait les producteurs? Et donc la question de la structuration de filière, c'est justement ça, c'est comment on met ensemble les différents maillons pour qu'ensemble on avance, on s'engage les uns les autres sur un premier volume et puis après sur un deuxième. J'ai eu l'exemple sur du blé dur il n'y a pas très longtemps. Le stockeur nous disait, non, moi j'ai des silos de 500 tonnes, mais je veux bien en mettre que 200 pour cette première récolte, parce que je comprends bien que vous voulez du blé dur breton, donc c'était en Loire-Atlantique, et que vous, meunier, vous n'allez pas pouvoir acheter 500 tonnes comme ça d'une année sur l'autre, quoi. Ouais. Et donc, en fait, il y a besoin forcément d'un investissement de chacun, de dire, moi, je prends un peu sur ma marge, quelque part, c'est ça que ça veut dire. Hein. J'investis parce que mon silo n'est pas rempli, j'investis parce que moi, il faut que j'aille chercher des clients pour mon blé dur, des clients nouveaux. Et finalement, ensemble, on va faire quelque chose. Et s'il n'y en a qu'un qui part, la difficulté, c'est que c'est pas forcément pérenne, ou en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, c'est la question aussi de créer une structure durable qui va monter en puissance aussi peut-être progressivement en fonction des attentes et puis des gens qui vont pouvoir du potentiel de marché aussi qu'on va aller chercher, évidemment. C'est tous ces maillons-là, en fait, c'est assez complexe à mettre en œuvre. La Bretagne, terre d'accueil donc de ces nouvelles productions, en tout cas qui pourraient monter en puissance, mais c'est aussi une région agricole historique, avec un modèle conventionnel, aussi tourné vers l'export. Est-ce que ce modèle, il faut l'amender? Bernadette, vous disiez, la Bretagne, c'est vrai qu'on a une carte à jouer, sans doute, et on a une responsabilité aussi, quelque part. Mais en tout cas, pour avoir, depuis plus de 20 ans, vadrouillé sur la Bretagne auprès des producteurs, ce que je vois, c'est qu'il y a des possibilités de production très diverses. On nous envie dans toute la France en disant, mais vous, en Bretagne, vous avez tous les produits, vous avez tous les outils, parce qu'il s'avère qu'en Bretagne, en plus, on est très, très bien équipés. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec aussi une Bretagne qui s'est adaptée, malgré tout ce qu'on peut en dire, sur un certain nombre de normes, sur l'avancée au niveau agroécologique. Comment on valorise finalement ces efforts qui sont faits, qui ne sont pas toujours valorisés déjà au niveau de la transformation, parce qu'on peut très bien avoir
Je vois, on connaît des éleveurs qui, par exemple, font du sans OGM, mais la filière de leur laiterie ne valorise pas le sans OGM, ils ne vont pas pouvoir le vendre en tant que tel. Et pourtant, ils travaillent bien. Et donc, on a ce souci-là déjà de faire valoir ce qui est fait. Et puis, à l'export, ça fait partie du potentiel de marché. Pour une terre comme la Bretagne, on a un potentiel agro-pédoclimatique qui permet de faire beaucoup plus de production que dans le sud de la France, surtout avec le réchauffement climatique. Donc, il faut garder ce potentiel, pas que pour nous. Il est aussi pour d'autres territoires qui n'auront pas cette possibilité d'avoir de l'eau comme on a, etc. Et des hommes et un écosystème. La question, c'est comment on le garde intelligemment, bien sûr, en préservant le territoire, parce qu'il y a des gens qui y vivent, et puis en gardant ce tissu économique, tout en respectant la planète, puisque de toute façon, ça fait partie des données incontournables. Et l'export là-dessus peut être une solution, mais plutôt peut-être en allant en chassant en meute, en ayant aussi peut-être des produits qualitatifs à proposer. De monter en gamme. Est-ce que vous êtes d'accord, Virginie Roussel, sur cette question du modèle agricole breton qui est bon à l'export, qui est attendu, mais qui pourrait s'ancrer aussi localement et être peut-être plus durable? Alors oui, inévitablement, aujourd'hui, on a un modèle qui est principalement, je trouve, aujourd'hui prévu pour l'export. Et c'est un peu historique, c'est-à-dire qu'à la sortie de la guerre, on a demandé à la Bretagne de produire pour nourrir la France, chose qu'elle a fait, chose que les agriculteurs ont fait, sauf qu'à un moment, ils ont tellement fait qu'il y en avait trop juste pour la Bretagne. Donc il a fallu trouver des débouchés. Donc là, on est parti à l'export. Sauf que aujourd'hui, on se rend compte que les gens demandent du local. Donc il ne faut pas oublier de revenir en local. Et comment on rend ça possible aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a tout ce qui est circuit court pour ceux qui sont sensibles au circuit court et qui peuvent le faire, puisque ça demande une certaine organisation de consommer en circuit court. Et pour ceux qui sont moins sensibles ou qui ne peuvent pas, il y a les circuits longs. Mais pour ça, les agriculteurs aujourd'hui s'organisent avec des organismes de producteurs, ce qu'on appelle les OEPB. Et aujourd'hui, chez nous, en tout cas, ceux qui veulent continuer à vendre en bio s'organisent pour pouvoir peser et pouvoir vivre de leur production et ne pas la brader face aux géants de la commercialisation ou de l'agroalimentaire. Est-ce que, Jean-Marc, je voulais vous poser une question sur cette équation qui est souvent difficile à résoudre sur volume et qualité. Est-ce que c'est compatible ? Je pense qu'on n'a pas réellement le choix. C'est-à-dire qu'on oppose effectivement souvent volume et qualité. On n'a pas le choix que de produire en volume. Je l'ai dit tout à l'heure, on va passer d'une population de 7 milliards d'habitants sur cette planète à 10 milliards. Donc il va falloir nourrir tout le monde, d'où la nécessité... Mais pas la Bretagne forcément. Pas forcément la Bretagne. Pas forcément la Bretagne. On va sortir un peu de la région bretonne pour s'intéresser plus largement effectivement à ce qui nous attend demain, horizon 2050 au niveau de la planète. Donc 10 milliards d'habitants à nourrir. Pour autant, je veux dire, on peut effectivement évoluer sur la qualité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, alors Bernadette l'a dit, on pointe souvent du doigt l'agriculture bretonne, mais il ne faut pas oublier aujourd'hui que l'agriculture bretonne, c'est à peu près, je crois, 13% des fermes qui sont en bio. À l'échelle de la France, c'est un peu moins, et à l'échelle de la planète, c'est beaucoup moins. Donc, ce que je peux peut-être redire, c'est que, en tout cas, la Bretagne n'est sans doute pas mauvais élève par rapport à ça. La problématique qui peut se poser demain, c'est qu'il nous faut effectivement développer une agriculture de qualité, notamment une agriculture biologique, mais que ça peut aussi à un moment donné poser un certain nombre de soucis. Il y a une étude assez récente qui a été conduite par l'INRA, qui met en évidence qu'on peut progresser jusqu'à 40, 50, 60% de bio, mais ce n'est pas sans poser un certain nombre de questions, parce que les rendements productifs à l'hectare sont beaucoup moins importants en bio qu'en agriculture conventionnelle. Donc ça veut dire que pour produire la même quantité, il faut demain qu'on ait des superficies plus grandes. Et ce qu'il faudrait surtout éviter, c'est qu'on aille empiéter sur des zones naturelles ou sur des zones forestières, parce que là, ce serait contre-productif en termes environnementaux. Virginie Roussel, sur cette question. Alors, je suis un peu partagée sur cette question.
Alors, les rendements sont plus faibles, oui, dans une certaine mesure, parce qu'on a tendance Enfin, on n'est pas qu'on a tendance, c'est qu'on ne met pas d'engrais qui boostent les cultures en bio. Donc, ça peut faire baisser les rendements. Après, on travaille sur des variétés qui ne nécessitent pas forcément ces boosts-là et qui auraient des rendements meilleurs que ce qu'on a l'habitude. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire on va prendre les mêmes variétés que ce qui existe en conventionnel et on les met en bio. Mais oui, mais non, ça ne fonctionne pas puisqu'elles sont, elles, conçues pour faire du conventionnel et pas forcément du bio. Et après, j'ai envie de dire, alors c'est un peu un cliché, mais je pense aujourd'hui que les produits en bio sont un peu plus consistants que ce qu'on peut trouver en conventionnel, ou du moins en grande surface en conventionnel. Ensuite, je peux peut-être rajouter qu'on a effectivement une marge de progression énorme, parce que, je disais, en Bretagne, on est à 12 ou 13% des fermes qui sont en bio, jusqu'à 40-50%, ça ne pose aucun souci. Il y a aussi peut-être deux leviers sur lesquels on peut jouer demain. Il y a le levier du gaspillage, parce qu'aujourd'hui, il y a du gaspillage au niveau de la production, au moment de la récolte, il y a du gaspillage au moment de la transformation, et puis chacun d'entre nous, nous gaspillons aussi, parce qu'on jette ce qui est parfois dans notre frigidaire, ou on jette ce qui est dans notre assiette. Donc là, on a tous des efforts à faire. Puis un autre élément à considérer, c'est qu'aujourd'hui, dans certains pays, on surconsomme. La ration alimentaire pour un homme aujourd'hui, c'est 2200, 2400 calories par jour. Pour une femme, c'est un peu en dessous. Et on s'aperçoit que dans certains pays, certaines personnes peuvent aller jusqu'à 3300, 3400 calories par jour. Donc ça veut dire que là, on a aussi des leviers qui permettraient d'élever le niveau du bio et tout en permettant de nourrir un plus grand nombre, quoi. Je vais vous interrompre pour qu'on prenne la direction du pays de Lamballe pour un nouveau reportage. Lamballe, le fief de la production porcine, et si l'élevage conventionnel y règne encore en maître, quelques producteurs ont fait le choix d'une production différente. Vous l'avez évoqué, Virginie, il s'agit du porc, mais élevé sur paille. Reportage. Hop. Ça fait l'élevage. Là, le cochon est un animal curieux, mais pas téméraire. Ils paraissent tout peureux comme ça, et assez vite, ils viennent, et ils te mordillent. Et quand ils sont petits comme ça va, mais les plus gros, ça fait mal. Quand Isabelle et Pierre Mélé reprennent la ferme familiale en 1987, ils ne tardent pas à prendre une décision radicale. On n'était pas à l'aise avec nos porcs, donc la partie porc industriel nous embêtait un peu. La partie environnement, ça nous dérangeait aussi, parce qu'on voyait qu'on n'allait pas dans le bon sens. Et la partie économique, fin 94, donc on a annoncé une crise du porc. Donc on a cherché un peu, on s'est dit on va essayer de faire de la vente directe à la ferme. Et tant qu'à faire de la vente directe à la ferme, si on ne veut pas vendre la même chose que les grandes surfaces voisines, autant proposer un porc sur paille. Pionnier dans le domaine, Jacques a su faire un pari audacieux. En 1999, la ferme est entièrement rénovée. Composée de 300 cochons sur 28 hectares, l'exploitation est aujourd'hui rentable et à faible impact environnemental. Mais alors, qu'est-ce qu'implique ce type d'élevage ? On met une grosse couche de paille à l'arrivée des cochons, et ensuite, à la demande, on rajoute de la paille et ça fait des couches successives. Et cette litière fermente, ça c'est considéré comme un compost. Et elle a une température entre 17 et 18 degrés l'hiver, ce qui permet donc de leur assurer un confort. Et puis c'est surtout la ventilation, il n'y a pas de ventilation dynamique, mais comme c'est un bâtiment qui a un grand volume d'air et des entrées d'air un peu partout, l'air n'est pas saturé en ammoniac. Donc on voit bien l'odeur est très, très supportable, ça sent le cochon mais ça ne pue pas. L'autre intérêt énorme, c'est que le cochon il est toujours en activité, ils se baladent, ils font leur vie. En élevage industriel, ils sont obligés de rajouter des jouets pour qu'ils ne s'ennuient pas trop, quoi. Certifiés sans OGM ni antibiotiques, les porcs sont élevés ici à la féverole et au pois, une protéine riche produite au sein même de la ferme. Un effort reconnu puisque dès 2005, la ferme de la Mare intègre le réseau Cohérence qui prône une exploitation durable du porc. Heureusement, il y a des projets qui existent. Il y a des gens comme Jacques ici qui ont tout développé eux-mêmes. Malheureusement, on a encore trop peu d'éleveurs qui sont dans ce domaine du porc sur paille, dans cette filière porc sur paille, puisque l'agriculture porcine, aujourd'hui, comme elle existe en Bretagne, elle a été très subventionnée
Et aujourd'hui, il faudrait une vraie volonté politique pour amener du changement, améliorer, modifier les bâtiments et créer une vraie émulation autour de ces filières. En constante progression depuis 25 ans, la clientèle est aujourd'hui régulière. L'angoisse vécue le 13 avril 1995 paraît bien lointain. Ici, tout est bon. On n'est jamais déçu. Jacques et Isabelle font partie des rares éleveurs à avoir renoncé à l'élevage industriel. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans une région où 95% des porcs sont élevés dans des bâtiments industriels sur Caillebotis. Voilà, une production non bio, mais manifestement de qualité malgré tout. Bernadette, peut-être un mot sur les cahiers des charges, qu'il est important aujourd'hui quand on crée des filières ou qu'on monte des filières comme celle-ci. C'est important de se mettre d'accord sur un cahier des charges. Oui, bien sûr. Il faut savoir quand même que les normes françaises sont importantes déjà d'emblée. Avant de rajouter des cahiers des charges, il faudrait déjà essayer de mieux faire savoir comment on produit le porc aujourd'hui et toutes les contraintes que l'agriculteur a depuis 5-10 ans, notamment sur l'aspect des truies, qui sont donc maintenant beaucoup plus libres. Sur le regroupement, enfin sur pas mal de modèles qui ont évolué. Je pense en volaille, c'est la même chose. On a l'histoire des poules en cage, à un moment donné. Poussées par les attentes sociétales voilà, aussi. Qui ont investi, qui ont agrandi les cages, et puis tout d'un coup, il fallait plus de cages du tout, et ils avaient investi pour 12 ans. On fait quoi? En fait, le problème, c'est qu'on veut aller très très vite, mais les outils agricoles, pour pouvoir produire, il faut les amortir sur 10, 12, 15 ans. Comment on fait? C'est qui prend le risque de prendre pour 15 ans sur le dos des investissements pour un mode de production? C'est pas évident. Et aujourd'hui, il n'y a pas le marché pour tout faire en bio. Donc on fait quoi? On investit dans quoi aujourd'hui? Vous imaginez les questions des producteurs aujourd'hui sur... effectivement, on nous dit c'est de l'élevage industriel, donc il faut tout arrêter. Ben oui, mais enfin, il s'en vend encore, en tout cas. Donc les gens qui ont 75% des citoyens qui n'ont pas forcément de revenus pour acheter des produits très qualitatifs, ils sont contents de trouver ce jambon conventionnel. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut aussi un accompagnement sur la durée pour monter en gamme et augmenter la durabilité des filières. Le juge de paix, ça reste quand même les achats du consommateur, parce que les produits, très bien, ils ont un certain nombre d'aides de la PAC, mais pas que. La PAC ne suffit pas à rémunérer les agriculteurs. Donc c'est bien quand même les produits qu'on met dans un rayon sur le marché qui vont pouvoir rémunérer l'agriculteur. Et il s'avère que il faut notamment ces produits-là. Sur des petites filières, on a la problématique de l'équilibre carcasse. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'attentes sur du jambon, par exemple, de porc bio ou de porc label rouge. Et puis sur le reste, on en fait quoi? Et si on n'a pas un équilibre global, du coup, on a un coût du jambon qui est qui se renforce encore plus. D'où l'importance de penser les filières de l'amont à l'aval. Avec une vue globale. Ouais, je voudrais qu'on avance un petit peu. Là, on l'a compris, dans une des motivations de la famille Mélé, c'était aussi une prise de conscience environnementale. Est-ce qu'aujourd'hui, on parlait du nombre de conversions, du rythme des conversions. Est-ce que cette question de l'environnement, elle est vraiment de plus en plus prégnante chez les agriculteurs, au-delà des agriculteurs bio? C'est quoi votre vision, mesdames, sur cette question? Alors oui, et heureusement, j'ai envie de dire qu'elle soit de plus en plus prégnante sur l'ensemble du monde agricole et qu'il n'y a aucune raison qu'elle soit que chez les agriculteurs bio. L'environnement, c'est la question de tout le monde. Donc il faut absolument remettre l'environnement au cœur des fermes. Il faut remettre de la biodiversité là où elle a disparu depuis 30, 40, 50 ans. On parlait des élevages industriels. Aujourd'hui, sur certaines fermes, il y a un bâtiment. Et autour, il n'y a rien. Je pense que c'est pas ça qu'on a envie de voir, nous, agriculteurs, et consommateurs non plus. C'est vraiment primordial de remettre au cœur de notre métier l'environnement. C'est aussi la base de notre métier. Tous les agriculteurs, y compris les agriculteurs conventionnels, ont à cœur l'environnement, leur environnement de travail, leur environnement dans lequel ils évoluent. Donc il faut vraiment leur mettre au cœur, et c'est ce que demandent aujourd'hui les consommateurs. Ils ont envie... On a encore l'image des fermes des années 50 où il y a du bocage, il y a des poules un peu partout, il y a des cochons qui se trimballent dans nos fermes.
Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus ça parce que dont parlait Bernadette, c'est-à-dire toute la réglementation qui a été mise dans les fermes, c'est-à-dire qu'on a demandé aux agriculteurs d'enfermer les animaux par peur de maladies, par peur de peste porcine, avicole ou autre. Aujourd'hui, c'est pas ça l'agriculture, c'est que les agriculteurs ont fait ça parce qu'on leur a demandé de faire ça. Et comme elle disait, donc ils ont investi. Il faut non pas faire machine arrière, il faut faire évoluer, il faut pouvoir avoir des bâtiments qui soient évolutifs pour répondre à cette demande qui est de plus en plus rapide en fait. Et encore une fois, on doit en plus donner de la nourriture qui est saine aux consommateurs. Certes, ils ont envie d'avoir un coût, mais ils ont aussi envie d'avoir de la nourriture de qualité. Donc répondre à un coût sous prétexte qu'ils ne vont pas acheter leur jambon à plus de 12 € le kilo parce qu'ils n'ont pas les moyens, oui, mais si c'est derrière, c'est pour avoir des problèmes de santé, j'ai envie de dire, où est-ce qu'il faut mettre l'argent pour... je pense que c'est une question d'équilibre aussi, c'est-à-dire que si on ne la met pas dans l'alimentation, est-ce qu'on va la mettre derrière dans la santé? Et les politiques doivent être là pour rééquilibrer ces choses-là. Ouais. Justement, on va parler tout à l'heure des plans alimentaires territoriaux, mais je voudrais qu'on regarde un nouveau reportage. C'est la chronique portée par notre partenaire Serre France. On a beaucoup parlé de local, on l'a dit, de regroupement des agriculteurs. Et bien justement, c'est ce qui se passe dans un magasin du côté de Saint-Malo, où Juliana est allée rencontrer à la fois les collaborateurs de Serre France et les producteurs de ce magasin de la Baie. Les Fermiers de la Baie est un magasin implanté en plein cœur de Saint-Malo. C'est le projet de 10 producteurs locaux qui existe depuis 7 ans. Et Serre France Brocéliande nous a invités à venir découvrir ce magasin. Je vais même profiter pour faire mes courses. Eh bien, Laurence, vous suivez ce très beau projet depuis 7 ans, depuis son origine, et vous êtes très admiratif. Oui, tout à fait, parce que les Fermiers de la Baie, c'est d'abord une aventure humaine. Ce sont 10 producteurs qui se sont associés et qui ne vendent pas les mêmes produits, et cela leur permet de s'entendre également, puisqu'ils ne sont pas en concurrence. Tous les mois, on est à peu près 70 producteurs à fournir le magasin en produits, donc tous en dépôt-vente. Donc pour avoir la gamme la plus large possible, donc ils vendent des produits laitiers, aux viandes, aux légumes, aux fruits, l'épicerie, les produits de la mer, parce qu'on a aussi les huîtres et moules, le pain, les vins, tout ce qu'on peut trouver en termes de produits agricoles directement des producteurs. Et comment vous sélectionnez les produits? On essaye d'avoir des producteurs qui sont engagés dans des démarches d'agriculture raisonnée, agriculture biologique, autres labels, label rouge, bleu blanc cœur. Les enjeux, c'est de les accompagner dans toutes les situations juridiques, comptables, le conseil social, la paye et tous les événements afférents à leur activité. Vous qui êtes vraiment dans le projet, les 10 producteurs locaux, vous avez des obligations et notamment de présence dans le magasin. Exactement, donc les 10 producteurs associés, donc nous venons chacun un tour de rôle dans le magasin pour assister à la vente. Ça vient de la vente directe. Je pense que le consommateur a besoin de ça aujourd'hui. Il y a un fossé qui s'est creusé entre producteurs et consommateurs depuis plusieurs années. Et les consommateurs qui viennent ici, je pense, ont besoin d'échanger. Ouais. Justine, vous aimez les pâtes? Oui, tout à fait. Moi aussi. Mais vous aimez aussi les chiffres? Oui. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, je fais les déclarations de TVA tous les mois. Oui. Et donc, je saisis toutes les factures d'achat, la caisse. Et puis après, je calcule ma TVA. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier, Laurence? Moi, ce que j'aime, c'est accompagner les clients, les conseiller, être à l'écoute du client et voir leurs besoins. Voilà pour ce reportage. Alors, la dame de Serre France expliquait qu'elle voulait accompagner les producteurs. Le hasard fait que vous les avez accompagnés, ces producteurs. Je les connais très bien. Voilà. Mais ça pose la question, vous dites, ça n'avait pas été un long fleuve tranquille. On a l'impression que ces magasins, c'est assez simple. Au final, il y a beaucoup de choses à réfléchir. Donc, j'étais à la Chambre d'agriculture quand j'ai accompagné ce groupe-là. Au début, il a fallu 3 ans pour vraiment avoir un groupe stable. Et à un moment donné, on a eu la chance d'avoir la ville de Saint-Malo qui a réservé un terrain pendant un certain temps pour pouvoir avoir la maturation du projet, qui était un terrain dans un endroit où allait se construire, et on le voit maintenant, beaucoup de logements. Et donc, c'était très intéressant pour le potentiel de clientèle. Ouais.
ce qui m'amène à poser la question de l'importance des pouvoirs publics aujourd'hui dans la réimplantation du consommé local. Peut-être, Jean-Marc Hainaut, on va parler des plans alimentaires territoriaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi ils retournent ? Alors, on peut parler des plans alimentaires territoriaux et puis plus largement de la question de la souveraineté alimentaire. Ouais, on peut raisonner à ces deux échelles-là. On vient de traverser une crise sanitaire qui n'est pas encore malheureusement complètement derrière nous. Rappelez-vous, au début de la crise, on a eu des problèmes d'approvisionnement en masques, en gel hydroalcoolique. Demain, une autre crise peut nous toucher et on peut avoir des difficultés d'approvisionnement qui seront des difficultés sur certaines denrées alimentaires. Donc la souveraineté alimentaire, c'est garantir à la population d'un État de quoi manger, avoir de quoi manger dans son assiette tous les jours, pour faire simple. Ensuite, il y a la question de l'autonomie alimentaire des métropoles aujourd'hui. On s'aperçoit que sur les aires urbaines, qui englobent à la fois les métropoles et puis les territoires avoisinants, on a à peu près 90-95% des productions qui sont exportées vers d'autres territoires. Les plans alimentaires territoriaux visent à relocaliser le lien entre producteurs et consommateurs avec de multiples vertus. C'est effectivement des créations d'emplois sur un territoire, c'est l'empreinte carbone qui est réduite. Donc tout ça, effectivement, est très positif. Juste pour préciser aussi les choses, c'est qu'aujourd'hui, sur la plupart des aires urbaines, on pourrait réussir à s'approvisionner localement, au travers par exemple des plans alimentaires territoriaux, à hauteur de 50% de nos besoins. Et puisqu'on est réunis sur Rennes, il y a des initiatives très intéressantes qui sont conduites aujourd'hui, mais le territoire nous permettrait de subvenir à 75% des besoins de consommation des Rennais, de la métropole de Rennes, si on travaillait ce lien-là. C'est une vraie opportunité à saisir pour les agriculteurs et agricultrices des territoires, Virginie Roussel. Bien sûr. Nous, au sein d'AgroBio, on travaille énormément avec les territoires, soit à travers des communautés de communes ou avec Rennes Métropole directement. On les aide à construire justement leur PCAET, leur plan alimentaire territoriaux. Et c'est aussi remettre de la dynamique, en fait, dans les territoires ruraux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que à chaque fois qu'un agriculteur quitte une commune, c'est des places d'école qui disparaissent. Donc c'est vraiment un enjeu majeur en fait de relocaliser. Au-delà de l'alimentation, c'est toute une dynamique de territoire. C'est la disparition des villes dortoirs, c'est-à-dire qu'il faut remettre du dynamisme, il faut reconsommer local. Et j'ose espérer que grâce à ça, on va réussir à remettre un dynamisme. Et je crois que Bernadette ne va pas vous contredire, parce que vous avez travaillé aussi sur cette question-là, et les enjeux, ils sont de cet ordre-là, redynamiser. Oui, alors, l'enjeu, il est effectivement de reconnecter de toute façon l'agriculture avec les habitants. Globalement, c'est ça, et c'est très important, et on le sent bien avec tout ce qu'on se dit là. Après, la question de l'échelle, elle est importante, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit se reconnecter à l'échelle de notre commune, de notre agglo, de notre région? Qu'est-ce qui a du sens? Alors, qu'est-ce qui a du sens pour les gens? C'est-à-dire que, est-ce que moi, il faut que ce soit dans ma commune pour que je considère que c'est du local? Ou est-ce que si c'est dans ma région, déjà, je me sens suffisamment en local, en région pour être bien? Et puis, quel sens aussi au niveau économique? Parce qu'en fait, certaines chaînes sont compliquées à relocaliser sur un tout petit territoire parce qu'il va falloir, vous imaginez, avoir un abattoir à chaque agglo. Ce ne serait pas possible. Un moulin aussi. Enfin, voilà, il y a des endroits où il y a des moulins qui sont près, les moulins historiques, on va dire, près des rivières. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas relocaliser à l'extrême. Donc, il faut avoir la bonne sagesse de se dire, bon, la bonne échelle pour certaines choses, c'est le très local, et d'autres, c'est l'agglo, c'est la région, c'est peut-être le Grand Ouest sur d'autres choses, et puis le français sur des productions qu'on n'a pas du tout ici. C'est un peu le principe de l'escargot, vous voyez. On va découvrir un reportage sur un jeune agriculteur, mais avant ça, je vous avais promis une nouvelle chronique dans cette émission, celle de Charlotte, qui est allée explorer le web pour voir comment un petit peu la ruralité travaille sur la toile.
Tout à fait. Dans le milieu de la production agricole, les réseaux sociaux amènent parfois un renouveau de la profession, mais aussi un nouveau public qui paraissait un peu extérieur au milieu. Et ceux dont je vais vous parler aujourd'hui cumulent des centaines de milliers d'abonnés pour vous le prouver, en commençant par YouTube. La plateforme est idéale pour partager son quotidien d'agriculteur ou de producteur, que ce soit en présentant des outils, des machines ou tout simplement en montrant ce qu'est réellement la vie sur une production agricole. C'est le cas d'Océane, future agricultrice. C'est le nom de sa chaîne YouTube qui partage des vidéos sur sa passion, l'agriculture. À 19 ans, Océane s'est installée en juillet 2020 en Haute-Saône sur 40 hectares de la ferme familiale. Elle est présente sur les réseaux sociaux déjà depuis 5 ans. Elle explique qu'elle s'est lancée pour lutter contre la discrimination et les préjugés qu'elle peut rencontrer en tant que femme agricultrice. C'est d'ailleurs un vrai combat qu'elle mène contre les clichés et contre le sexisme qui peut encore perdurer dans ce milieu, mais ça change petit à petit, grâce notamment à des personnes comme Océane. Je vous laisse découvrir la chaîne YouTube d'Océane, future agricultrice, qui cumule plus de 40 000 abonnés quand même. Bonjour à tous, c'est Océane, future agricultrice, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va mettre les bêtes au parc. Voilà, elles sont rentrées, elles sont juste là, donc dans ma bétaillère j'en mets 6. On peut en mettre 7 avec 7 veaux, mais vu que c'est un long voyage, on préfère en mettre 6 avec 6 veaux. La fraîcheur qu'apporte la jeunesse sur ces métiers est aussi présente du côté des vignobles avec Émile, 23 ans, qui rend la production viticole compréhensible par tous. Je pense que ceux qui sont derrière moi le connaissent peut-être puisque c'est une star de TikTok. Il est originaire de Tours. Il démystifie le milieu en nous partageant son quotidien avec humour, en y ajoutant des astuces et des conseils pour apprécier le bon vin, mais aussi en nous expliquant ce qu'est réellement le métier de vigneron. Pour ça, donc, il a un compte TikTok qui s'appelle le.vigneron et qui cumule quand même près de 460 000 abonnés et 8,7 millions de vues. C'est pas mal. Voici une petite compilation de ce que fait Émile, alias le vigneron sur TikTok. Du blanc de noir. Je sais que ça peut paraître étrange à dire, mais ça existe. Ça veut tout simplement dire qu'on fait du vin blanc avec des raisins noirs, des raisins rouges. Regarde, je te montre. Quand tu regardes l'intérieur d'une baie de raisin rouge, et ben tu vois que c'est blanc. Donc tu peux faire du vin blanc avec. Salut, là je suis dans un rayon vin dans un supermarché et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Généralement c'est plutôt bien rangé, on est bien repéré. Et là les bouteilles sont allongées donc ça va, c'est cool. En revanche celles qui sont debout c'est pas top. C'est pas bon pour le bouchon et en plus elles sont en pleine lumière. Un fût peut être utilisé combien de fois? S'ils sont bien entretenus, tu peux aller jusqu'à 5-6 ans. Et après certains vignerons préfèrent avoir des barriques pas plus vieilles de 3 ans par exemple. Nous par exemple, celles-ci elles ont 1 an, celles-ci 2 ans. Et celles-ci 23 ans. Comme moi. Voilà, donc c'est le vigneron. Allez vous abonner, c'est très très sympa. Merci beaucoup Charlotte. En plus, vous me faites ma transition toute trouvée parce qu'il nous reste un dernier reportage dans cette émission. C'est un vigneron, lui aussi un petit peu plus traditionnel, mais il s'appelle Édouard Cassals. Il a 31 ans et c'est le portrait qu'a choisi notre partenaire, le Crédit Agricole, pour ce mois de septembre. Peut-être vous avez déjà entendu parler de son projet de vigne. Il est originaire de Normandie. Il a fait ses armes en Italie, en Corse, en Nouvelle-Zélande. Et quand il a voulu s'installer, bien plusieurs problématiques se sont présentées. Déjà impossible de racheter un domaine existant réputé, car c'est hors de prix. Et puis pas non plus l'envie d'acheter un domaine qui ne fonctionnait pas. Alors avec sa compagnie, il a choisi la Bretagne et la Côte d'Émeraude. Reportage. À Saint-Jouan-des-Guérets, dans la vallée de la Rance, à côté du champ de chaux. C'est ici que l'on trouve une production d'un autre genre qui avait disparu de la Bretagne. Et nous voilà sur la parcelle des Longues Vignes, notre vignoble. Édouard Cassals, 31 ans, vigneron au domaine des Longues Vignes, donc vignoble de 2 hectares dans la vallée de la Rance. C'est en 2016 que ce jeune viticulteur s'installe ici pour produire du vin pétillant. Une aventure rendue possible grâce à la libéralisation des droits de plantation. Les régions septentrionales qui avaient été interdites de planter de la vigne en vue de faire du vin ont été réouvertes à la plantation de vigne à partir de 2016. Il s'est avéré qu'il y avait un réel potentiel dans le nord de la France et la Bretagne, puis la vallée de la Rance et cette parcelle qui s'appelle les Longues Vignes au Cadastre, qui a un historique viticole. Et on a fait des analyses de sol et des analyses climatiques et tous les feux étaient au vert. Donc là, on a foncé.
Pas besoin d'attendre plusieurs années de réchauffement climatique pour produire. Paradisiaque, le lieu est aussi idéal. La proximité de la Rance évite les périodes de gel. Le miroir d'eau et de sable décuple, lui, l'action du soleil. Là, la maturité, elle est presque atteinte. En 2016, le vigneron commande les plants de vigne à un pépiniériste. Dans le même temps, il prépare le sol pour sa future exploitation biologique. Les 4 et 5 mai 2019, ça y est, les 9000 pieds de vigne sont plantés. Le milieu professionnel du vin y croit absolument et on a la preuve avec les vignobles anglais et les vignobles belges ou luxembourgeois. Édouard Casal investit 300 000 € dans le domaine. En plus du soutien des professionnels, il a également reçu celui d'un partenaire bancaire. Le Crédit Agricole nous a suivis directement par un emprunt bancaire sur les 2 hectares de vignes. Et vu que ça marchait bien, on a voulu replanter 2 hectares et passer à l'étape vinification. Donc il fallait construire une cave, racheter un peu de matériel. Après, ils ont cru en nous et on tâchera de leur donner raison. Pour le moment, Édouard ne produit pas encore du vin. Les plants de vigne demandent de l'amour, mais aussi du temps. Alors en attendant... Il faut quand même vivre, donc un double emploi. Donc, je suis assistant maître de chai dans une cidrerie à 10 minutes de la parcelle. Et ce qui est super, parce que ça m'a permis de découvrir le cidre. Les premières vendanges du domaine auront maintenant lieu dans un an, une date attendue par tous. Que ce soit le vin ou la Bretagne, ça fait pas mal rêver les gens, donc ils sont pressés de pouvoir participer aux vendanges et de goûter le vin. Début 2023, 25 000 bouteilles du vin bio, pétillant et breton des Longues Vignes seront commercialisées. Voilà, et à signaler que le domaine des Longues Vignes a lancé une campagne de soutien pour la construction et l'équipement de sa cave, donc avec des préventes de ces bouteilles de vin. Ça se passe sur Winefunding, on vous mettra le lien sur la page de l'émission. On va prendre maintenant les questions des étudiants du campus de The Land. Donc messieurs, mesdames, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Je m'appelle Ahmed Delad, je suis en BTS Axe 1. Du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est vrai que les exploitations en agriculture bio sont plus petites que par rapport à l'agriculture en conventionnel? Alors Virginie Roussel va peut-être répondre à cette question. Alors, on aurait tendance à répondre que oui, parce que c'est des exploitations qui demandent beaucoup de travail sur les terres, ou du moins plus de travail plus de travail. Travail différent. Un travail différent qu'en conventionnel et qui ont une valeur, entre guillemets, ajoutée qui peut être un peu plus importante. Donc on a tendance à avoir des fermes qui sont légèrement plus petites, mais ce n'est pas vrai partout. Si vous prenez les céréaliers de la Beauce, en bio, ils ont des fermes qui font 200, 300, 400 hectares et ils sont en bio. Donc c'est oui et non, quoi. Et ça dépend des productions et voilà. peut-être des coins de France. On va prendre une deuxième question, si vous voulez bien. Bonjour, je m'appelle Léonie Mézeret, je suis en BTS Axe en première année. Et je voudrais savoir si l'agriculture biologique emploie plus d'actifs que l'agriculture en conventionnel. Ah, c'est encore une question pour Virginie. Alors oui, il y a des études qui ont été menées. Il s'avère qu'on emploie... Il y a plus de personnes actives, alors exploitants et salariés, sur les fermes en bio, effectivement. Voilà. Donc pourvoyeur d'emploi, c'est l'agriculture bio de manière générale. Souvent, il y a plus de ventes directes aussi dans ces fermes-là, proportionnellement en tout cas. Alors c'est des fermes qui ont tendance à être plus diversifiées et par la production et par le système de vente, qui peuvent faire et du circuit court et du circuit long. Donc avec la diversification des fermes, il y a forcément plus d'emplois sur les fermes. Merci à vous, mesdames, de vous être prêtées au jeu de ces questions étudiantes et à nos questions aussi, Jean-Marc. Alors, vous l'aviez annoncé d'entrée de jeu, le challenge était difficile à relever. Nous avons légèrement dépassé notre temps, donc il me reste à vous remercier pour la qualité de ces échanges. On aurait voulu parler du renouvellement des générations. Ça fera l'objet d'une prochaine émission. Jean-Marc, on se retrouve le mois prochain, toujours ici, toujours en public. Exactement, et on essaiera de répondre à une autre question. On s'interrogera pour savoir ce qu'on entend aujourd'hui par ruralité, qui sont les ruraux. Voilà, alors on compte sur vous et on vous souhaite d'ici là une très bonne continuation.